Alors, vraiment le pire, on va commencer là-dessus. Bonjour à tous, du coup, aujourd'hui on est dans le deuxième épisode du Canapé DRG. Qui est ici. Bonjour. Voilà, et pour cet deuxième épisode, j'ai invité un très bon ami à moi et surtout un très bon humoriste, je pense peut-être le plus talentueux que j'ai rencontré jusque-là. Donc Jarnal, ici présent. Eh bien, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. T'as les statistiques en direct? Non. Bon, je crois qu'ils sont plus de 50 000, hein, mais voilà. Donc, merci de m'accueillir dans ton canapé. Bah oui, c'est normal. Je te laisse te présenter. Oui, Jarnal, donc moi, à la fameuse question depuis combien de temps je suis humoriste peut-être. Je sais pas, ouais, tu viens d'où, ça fait combien de temps tout Alors ça moi je suis banlieusard de Créteil, la belle ville de Créteil, et je suis ingénieur de métier et j'ai lâché mon job pour me lancer dans le stand-up à 100%. Ah, donc là t'as 100%. Oui, je grossis les rangs du chômage, comme Gimzo. Gimzo, bordel, c'est encore trompé de Tout le monde va croire que les humoristes c'est tous des chômeurs. Non, il y a des gens bien dans l'humour, il n'y a pas que des gens comme nous. Ok. Et t'as quel âge Ah oui, j'ai 29, je tends dangereusement vers les 30 ans, donc l'âge où on se remet en question, on réfléchit beaucoup. Voilà. C'est une belle période de la vie. Tu connais un peu le concept de l'émission, Ouais. donc on va parler de différentes choses. Donc là, ça va plus être tourné sur, je pense, le côté spectacle, intermittent du spectacle, Ok. metteur en scène, tout ça, parce que t'es vraiment dans le milieu, on va dire vraiment, tu fais pas que du stand-up en mode open mic ou 5-10 minutes, tu joues vraiment ton spectacle, t'en parleras après. Oui. Il y aura toujours les fameuses deux anecdotes où t'en racontes oui. une où ça se passe bien et une où ça se passe mal. J'ai préparé avant, j'ai bossé. Ah ok, super. Et on parlera un peu tout ça d'un lieu un peu sympa. Donc je sais que tu joues par exemple au Polyhumour Comedy Club. Ah oui. Et donc après tu nous en parleras. Donc le premier truc, ce serait... Vous êtes toujours là, vous nous écoutez toujours? Oui. Alors la première question la plus logique, Oui. on va dire, c'est pourquoi tu t'es lancé dans le stand-up ou dans l'humour? Eh ben oui, alors moi je pense... en gros, j'étais attiré par la littérature, j'étais attiré par la politique, et les deux trucs me rendaient pas heureux indépendamment. C'est-à-dire, j'essayais d'écrire des bouquins, des romans, c'était laborieux. La politique, je n'osais pas y rentrer vraiment, mais ça m'intéressait de loin. Et l'humour, ça s'est un peu imposé progressivement comme la voie intermédiaire qui lie la littérature, la politique et la philosophie ou la sociologie, quoi. C'est un peu tu peux faire un peu ce que tu veux. Oui, c'est un micmac des trois, et surtout dans l'humour, on a une reconnaissance ou une déreconnaissance immédiate. C'est vrai. Ce qu'il n'y a pas dans la littérature, Ouais. parce que t'écris ton bouquin, t'es tout seul, t'en chies, selon le cliché du romancier dans sa tour d'ivoire. Et du coup, c'est laborieux et ça t'accède pas au même niveau de... Ouais. C'est vrai qu'il y a un côté très honnête dans l'humour où, vu que t'as le public en direct, tu peux pas te voiler la face en disant non, mais bon, en fait tu sais si ça a été bon ou si c'était mauvais. Alors des fois ça peut être un peu public, mais bon, c'est quand même très rare. Hein. Si tu joues 10 fois la même blague et que ça marche pas, bon, c'est pas C'est public. souvent à cause du public. Ça, c'est le déni pour se dire mais non, on est bon, mais on n'est pas compris. Génie a compris. Mais c'est vrai que oui, il y a ce côté où t'as pas le temps d'avoir du recul. Enfin, c'est immédiat, c'est ça qui est intéressant. Oui, C'est un échange, et c'est ça qui est cool. Donc, tu m'as dit que ça faisait combien de temps que tu t'étais lancé? Alors après, moi, ma version officielle à moi, parce que c'est toujours intéressant parce qu'on essaye toujours de réduire son nombre d'années de pratique C'est vrai. pour pas passer pour un loser. Mais non, ça fait un an, vraiment un an que je considère que je fais du stand-up. C'est-à-dire un an que je fais des plateaux de manière régulière, c'est-à-dire plus de 3 fois par semaine, parfois 6, parfois 7 les meilleures semaines. Ah oui. En ce moment. Donc ça fait un an que je fais vraiment du stand-up, et après j'ai commencé des cours d'humour amateur il y a 2 ans et demi, coupé par le confinement, etc. entre temps, parce que ça aussi ça rentre, mais voilà, ça fait 2 ans et demi que j'écris, que je travaille, que j'y réfléchis, et un an que je pratique intensément. Et les cours que tu avais pris, c'était où? Ah, ça s'appelle je sais plus si je crois que ça existe plus, mais ça s'appelle les cours du Palace. C'était avec un prof qui s'appelle Pascal Dobias, et qui est un type vraiment génial, très pédagogue et très observateur. Et donc, quand je dis des cours d'humour, tu payais pour passer tes sketchs devant d'autres humoristes qui eux aussi avaient payé. Bon, et c'est plus une prise de confiance en soi-même, et puis une écoute, s'intéresser aux autres, et pratiquer de manière douce.
Oui. Parce que je pense que si j'avais... Enfin, toi, je pense que tu as commencé comme ça, je suis pas sûr. Non, tu es passé par des cours Moi, je aussi. suis passé par l'école Oui, de Nacho, donc oui. même principe. Oui, t'es passé. Parce que si j'avais commencé par une scène brutale dans un bar comme ça, je pense que tu me verrais pas aujourd'hui, que je serais pas dans Oui. ton canapé. Je comprends. Et que je sais qu'il y a des gens qui se lancent comme ça directement. Mais c'est dur, ouais, je pense que tu te prends une grosse claque. Déjà, quand tu fais ça, la première fois que tu joues, tu te prends quand même une claque. Parce que entre la théorie et la pratique, c'est quand même bien différent. Mais oui, j'avoue que moi, j'aurais pas. Je pense que c'est dur d'y aller comme ça, tu vois. Déjà, moi, je me suis lancé avec Gimso. Parce que tu sais, on était deux, donc on se motivait à deux pour jouer. Mais c'est vrai que si t'es tout seul et que t'as pas fait ça, c'est compliqué, quoi. Ouais, parce que là au moins tu as des retours en cours, Ouais, c'est ça. t'as des appréciations, tu peux revoir des choses alors que tu es souvent confronté à la solitude dans le stand-up. Au début, après tu commences à t'entourer de personnes, etc. Mais Ouais, c'est vrai qu'au début, t'es un peu. d'ailleurs, pour le but, c'est de donner des conseils à des gens qui veulent commencer là. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, Vous serez pas seul, vous inquiétez pas. je sais pas s'il faut encourager le fait qu'il y ait plus d'humoristes en France, mais si on part sur cette hypothèse, c'est pas une seule, oui. N'oublie pas, c'est ta On trois. est déjà assez nombreux. Non, oui, voilà, on essaye d'être un peu honnête, quoi. C'est objectif. C'est vrai qu'au début, tu peux te sentir un peu seul avec ton texte. Et parce que, on va pas se le cacher, la première fois que tu joues, ça se passe rarement bien. Moi, c'était exceptionnel. Ça s'est super bien passé la première fois. Non, vraiment, C'est vrai sans blaguer. Ah, mais t'as la chance, quoi. Mais la troisième fois, c'était épouvantable. Mais là. Mais c'est vrai que même grâce aux écoles que tu fais et tout ça, vu que tu as des retours, disons que tu te dis, ah mon sketch est bien, mais tu sais qu'il va être entre guillemets vraiment bien parce que tu as plusieurs personnes qui te le disent, tu vois. Oui. Alors que c'est vrai que si tu y vas tout seul, tu peux dire, ah non, mais il est excellent, et tu te rends pas compte que c'est pas pareil quand tu le lis, quand tu le joues tout seul, quand tu le joues devant des gens, c'est vraiment très différent, quoi. Ouais, c'est pour ça que je conseille à ceux qui veulent débuter là-dedans, c'est de s'entourer au fur et à mesure de quelques personnes pour qui il y a de la sympathie, puis un peu d'estime ou je sais pas quoi, et d'essayer de se faire des retours ou des appréciations. Parce que sinon tu avances un peu dans le vide. Ouais, c'est ça. Et il faut prendre des gens voilà, qui ont de la sympathie, tout ça, mais qui vont rester objectifs. Parce que s'ils te disent que c'est excellent et tout, que tu y vas et que tu te prends un plomb, oui. tu vas dire bon bah soit ils m'ont menti, soit j'ai vraiment un public de merde. Et souvent c'est pas le public le problème. Des enculés plein de bonne volonté, des gens comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut bien s'entourer. Mais en vrai, est-ce que tu as déjà rencontré, parce que souvent le cliché c'est ouais dans le milieu artistique il y a beaucoup de requins, je sais pas quoi machin. Est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un, tu t'es dit oula lui il est fourbe? Tu veux des noms? Non mais pas obligé mais. Lâche des noms. Oui, alors, c'est un milieu d'être. Je filtre pas ce que je dis. Non, c'est un milieu d'être humain, donc à partir de là, il y a des gens sympas, des gens pleins de bonne volonté, des enculés, des gens moins beaux, des gens jaloux, des gens pas jaloux. Enfin, il y a tout, quoi, Ouais, comme dans l'espèce humaine. Et donc après, je pense qu'il faut pas s'attacher faut s'attacher aux belles personnes, aux personnes qu'on trouve intéressantes, parce qu'en valeur absolue, on rencontre dans ce milieu-là quand même pas mal de gens vachement intéressants. Oui. Parce que des gens qui essayent d'être libres ou qui essayent de conquérir leur liberté, donc forcément tu fais des belles rencontres. C'est vrai. Mais tu rencontres aussi d'autres catégories d'autres personnes, quoi. Peut-être des gens qui m'écoutent me classent dans cette catégorie. Alors du coup, là, la question que je voulais te poser, parce que alors avec Gimso, on fait surtout du stand-up. Toi, tu fais aussi du théâtre, parce que tu joues ton spectacle au théâtre. Oui. T'es plus théâtre ou plus comédie club? La grande question de la philosophie. Oui, alors je te dis pas de choisir, mais qu'est-ce que t'aimes dans l'un, qu'est-ce que t'aimes dans l'autre? J'ai commencé. Je pense que ça peut être intéressant. J'ai commencé en étant très influencé par. J'ai été biberonné à des proches, moi, et puis plus tard, ce qui a fait la deuxième révélation pour reprendre sur scène, c'est Gaspard Proust. J'ai écouté un DVD de Gaspard Proust quand j'étais dans les montagnes. Mais ça se ressent, on sent le côté un peu caustique. Donc ça a eu beaucoup d'influence sur mes premiers écrits, et donc ça m'a plus amené vers du seul en scène humoristique, on va dire, tradition française, ironie, satire, troisième degré, etc. Et progressivement, parce que plus on évolue, plus on s'éloigne un peu de ces modèles, sans les renier, mais on s'en éloigne un peu. Et je me suis plus influencé de la culture américaine, donc Bill Burr, Louis C.K., Ali Wong, etc. Et je tends plus vers donner son point de vue, défendre son vrai point de vue, donner ses idées et les défendre de manière avec des arguments, quoi. Donc j'évolue un peu, c'est un peu hybride entre le seul en scène humoristique et le stand-up, mais ça tend vers le stand-up. Ouais, c'est comme j'ai un ton parfois un peu théâtral ou un peu, je sais pas, on me dit une forme de certaine éloquence, ça peut donner l'impression que c'est pas tout à fait du stand-up, mais je parle comme ça dans la vraie vie. Oui. Non mais en vrai c'est ça qui est...
moi que j'avais trouvé vraiment excellent, parce que donc tu joues ton spectacle Oui. Toutes les semaines au Théâtre toutes les Debout, semaines. vendredi Théâtre Debout, 21h, vendredi 21h, voilà. De toute façon, on redira à la fin. entre les gouttes. Et c'est vrai, c'est ça, entre les gouttes. Et c'est vrai que moi, ce qui m'avait vraiment plu, c'est que bon, déjà, c'est extrêmement bien écrit. On rappelle, c'est ça qui est surtout bien. Parce que, alors, c'est pas pour faire une critique du stand-up de maintenant, mais il y a beaucoup de gens qui, parce qu'ils sont sympathiques, parce qu'ils sont un peu rayonnants sur scène, vont mettre leur côté sympathique, genre je suis un peu ton pote, en avant et au détriment de l'écriture. Et alors, il y en a, c'est très drôle, c'est parce qu'ils ont un personnage, tout ça. Mais c'est vrai que toi, ce que j'avais bien aimé, c'est que tu fais ton one-man show, c'est vraiment pile entre le stand-up et le one-man show, mais le one-man show de l'époque. Et du coup, tu as le côté où il y a une proximité, mais on sent que tu travailles l'écriture, on sent que tu travailles le jeu, et c'est ça qui est vraiment agréable, tu vois. C'est que franchement, pendant 1h30, on est mort de rire, c'est vraiment excellent. De toute manière, vous pouvez voir sur Vialéduc les notes. C'est pas moi qui ai mis tous les commentaires. Hein. J'ai pas pu en payer autant, il y en a quelques-uns qui sont sincères. Donc franchement, c'est vraiment excellent, faut que tu continues comme ça. En plus, t'as vraiment ton truc, tu vois. C'est ça qui est bien, c'est que tu veux pas rentrer dans les normes, tu vois. En ce moment, c'est surtout un petit peu du Roman Frécinet, du truc comme ça, tu vois. Et toi, t'as ton truc, ça marche extrêmement bien, on sent que c'est toi, et c'était super fort là-dedans. Donc franchement, merci. Parce que t'es super bon. Alors, autre truc. Si tu veux, on en parlera plus tard, mais on peut en parler des influences. Non, mais parce que je trouve qu'en France, on a beaucoup l'humour de type divertissement, donc qui vise à divertir. Mais il y a un truc qui a beaucoup aux États-Unis que je trouve qu'on n'a pas beaucoup importé en France, c'est l'humour sociologique au sens faire réfléchir sur un sujet. Tu prends un sujet, tu donnes ton point de vue sur ce sujet et tu donnes des arguments pour le défendre tout en ce que il y en a fait humoristique et très drôle, et donc c'est comme un combat pas idéologique mais un combat d'idées quoi. Et ça je trouve que alors c'est balbutiant, ça commence à émerger un petit peu, mais c'est pas ce qu'on voit dans les grands noms, dans les grands comédie clubs. C'est vrai qu'en ce moment on a plus le truc de rire pour rire, enfin c'est juste pour rire quoi. C'est pas forcément, il y a moins de profondeur, il y a moins de réflexion, c'est plus... Oui, ce qui peut être bien fait, ça peut être brillant à sa manière, bien attractif, etc. Mais c'est vrai que si on veut rajouter un propos, si on veut rajouter en plus une forme de transgression, et si en plus on veut rajouter une forme de vérité, c'est-à-dire pas tricher en disant le plus de choses vraies possible, on se rajoute évidemment des contraintes qui fait que c'est plus laborieux, mais quand on y arrive, parfois, et on est vachement content d'avoir trouvé ça quoi. Mais oui. En plus toi tu parlais, par exemple, toi c'est ce que tu fais aussi dans ton spectacle. C'est quoi les thèmes que tu abordes? Alors moi je le sais. Mais... Quoi, t'as déjà oublié? Non, je m'en rappelle. Mais tous les sujets, je parle beaucoup de la gestion du terrorisme. Donc par exemple, les slogans à la con constate à peu près les attentats. Il y a le musée du terrorisme qui va être créé en 2027. Oui, ça c'est vrai que tu me fais découvrir, je ne savais pas du tout. Mais pardon, c'est vrai. Bon, ça c'est la partie terroriste. Après j'aborde beaucoup le politiquement correct, c'est-à-dire les contradictions entre les formes de bien-pensance et de politiquement correct et la vraie vie et les contradictions humaines et donc les hypocrisies en fait là-dedans, ça je trouve ça vachement intéressant. Puis après il y a plein de sujets sur tout ce qui est cancel culture, ça aussi j'en parle beaucoup, enfin tous les sujets un peu clivants ou problématiques, sans faire exprès, je les traite. Là, j'aborde le féminisme, les rapports hommes-femmes, donc les contradictions entre les mouvements idéologiques et puis ce qu'on voit dans la vraie vie parfois, etc. Donc voilà, il y a aussi la déconstruction européenne, la fin du monde, la surpopulation, que des trucs bien, que des trucs vraiment. Mais c'est bien tourné, hein. Je dirais pas une balle, hein. Mais c'est vrai que... Ça a l'air vachement drôle. Hein, Et du coup d'ailleurs, ça c'était une question que je trouvais intéressante. Vu que toi tu fais ce genre d'humour, est-ce que tu as l'impression que c'est dur d'écrire là-dessus? En mode, est-ce que la liberté d'expression, tu sens que tu peux vraiment écrire là-dessus, que tu es vraiment libre à 100%? Est-ce que des fois tu as eu des retours, des gens qui te disent mais tu peux pas parler de ça, c'est pas possible? Ou même par rapport, parce que tu le fais dans ton spectacle, donc toi tu as la dimension aussi où tu as un producteur et un metteur en scène. Est-ce que eux, des fois, ils peuvent te dire moi je ferais pas ça, tu vois? Alors, j'ai un metteur en scène pour l'instant, j'ai pas de producteur, mais oui. Alors une forme de censure. Alors moi, dans le sens. Alors je pense que je me censure tous les jours, hein, de ça comme nous, mais non mais c'est vrai, parce que comment dire, on essaye toujours de réfléchir à ce qu'on veut dire, etc., de trouver les angles. Moi c'est des sujets, ça me tombe sur la tronche, donc je peux pas m'empêcher de traiter ces sujets, de vouloir les aborder. Je les choisis pas volontairement pour provoquer, ils sont là et c'est ceux qui m'habitent. Après, c'est vrai que entre quelqu'un qui va monter sur scène et qui va monter pour faire rire les gens sur quelque chose
de familial, sympathique, divertissant, et ben quelque part, s'il se plante la première fois sur scène, c'est pas dramatique. Oui, Voilà. oui. Parce qu'il y a une bonne intention, etc. Il va être pardonné, il va pouvoir recommencer. Si toi t'arrives avec un sujet, par exemple, j'en sais rien, les violences conjugales, ou un autre sujet, et que tu veux montrer un truc ou faire un angle à contre-pied ou à contre-courant, mais que tu te chies dessus parce que t'as pas réussi à trouver le bon dosage, bah non seulement tu te tapes un bide, mais en plus tu te tapes potentiellement des emmerdes, Oui. des comptes à rendre. Et je pense que c'est pour ça que il y a beaucoup de gens qui n'osent pas aller vers le deuxième truc parce que tu te rajoutes une deuxième source d'ennui potentielle. Ouais, Quoi. plus que juste d'être mauvais, quoi. C'est d'être Voilà. mauvais et d'être un enculé. C'est ça. C'est ça. Donc je pense que par conséquent, les gens s'autocensurent naturellement par peur du jugement des autres, etc. Bon, moi je fais ce truc-là, j'essaye d'en vivre, c'est mon but là, avec l'intermittence bientôt, peut-être une chose. Et du coup, mon but c'est d'être libre et d'être moi-même, sinon je retourne dans le milieu professionnel. Oui, je comprends. Voilà. Mais du coup, ça veut dire que cette liberté que tu as pris, au début, est-ce que tu l'avais de suite, c'est-à-dire tes premiers sketchs, c'était déjà, tu voulais parler qu'il y ait de la profondeur, ou est-ce que c'était plus, on va dire, générique, un peu basique, et tu te dis au fur et à mesure, bah allez, je vais aller en profondeur. Non, j'ai commencé direct. Direct sur Mais c'est marrant parce que quand je revois, parce que ça c'est marrant, le regard, le recul qu'on a sur ses propres textes au bout d'un moment. C'est-à-dire que les premières choses, il y avait déjà cette volonté de faire de l'humour noir, parfois politiquement incorrect et de prendre des sujets clivants, mais ça avait tendance à être un peu superficiel, c'est-à-dire dans la formule, dans l'aphorisme, dans les choses comme ça, quoi. Donc un peu dans l'esbrouf ou le paraître, la provocation. Et là, plus j'avance dans mon écriture et plus j'essaye donc de dire quelque chose. Donc c'est comme si je racle plus à la surface, je racle plus profondément. J'y arrive pas encore, hein, mais ça progresse dans ce sens-là. Et donc c'est vachement intéressant quand tu arrives progressivement à creuser un puits, et vraiment à avoir un propos et de dire quelque chose au monde, quoi. Ouais, c'est très beau ce que tu dis. C'est vachement profond. Hein. Je pourrais me réécouter. Ah, tu pourras, ça ferait des écoutes en plus. Alors, bah, du coup, la première fois que tu as joué ton spectacle, en plus que ce soit la première fois, 1h30, tout ça, machin, tu devais avoir en plus cette appréhension de te dire, ah purée, j'espère que les gens vont pas mal le prendre. Ah oui, c'est vrai que sur 1 heure. Ouais, c'est ça. Alors sur 1 heure, ce qui est formidable, et surtout sur la première fois, c'est que les gens viennent avec quand même une énorme bienveillance, parce que c'est quand même souvent ton réseau amical au début. Ouais, donc ils viennent avec une ouverture d'esprit et une bienveillance qui fait que quelque part, il y a des bonnes ondes. Et puis après, les gens viennent te voir ton spectacle parce qu'ils ont vu des vidéos. Bon, à mon niveau, non. Il y a aussi des gens qui viennent parce qu'ils ont vu une affiche sur Billard qui se font chier, ça peut quoi faire. De toute façon, ils vont ne pas aimer ce que je fais. Mais en proportion, il y a des gens qui viennent parce que ça leur a parlé avant. Donc, une fois que tu les as un peu plus dans ta poche, entre guillemets, puis surtout, tu as 1 heure pour développer ton propos. Donc, tu peux les brosser dans un sens, puis dans l'autre, avoir un avis complexe. Voilà, donc tu vas pas être jugé comme sur une scène ouverte en 3 minutes ou 4 minutes. Quoi. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es passé de jouer, on va dire, de tes cours à l'école à avoir 1h15, 1h30 1 heure, non. Non, j'ai plus en matos, mais je fais pas plus d'1 heure pour des raisons de concentration de moi-même et du public. Alors comment t'es passé de cours comme ça, machin, à 1 heure? C'était quoi les étapes? Comment t'as trouvé ton metteur en scène, tout ça? Alors, dans les cours, on fait des sketchs chaque semaine, donc chaque semaine obligé de revenir avec du matériel, les mois se défilent et donc on finit par avoir 5 minutes par-ci sur un sujet, 5 minutes par-ci sur un autre, ça fait des bouts qui s'agglomèrent, etc. Donc on finit quand même par avoir du matériel. Alors qui n'est pas testé suffisamment en stand-up ou en scène ouverte, donc on peut se tromper sur la solidité réelle de son truc-là, mais disons qu'on a un matos. Et donc après, je sais pas, à un moment, je me suis dit, tiens, je vais essayer de contacter François Rollin, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est le metteur en scène notamment de Vincent de Dienne, Arnaud de Samer, c'est un grand humoriste français qui a une grosse carrière, et donc je trouvais qu'il incarnait l'humour français, un des derniers à incarner l'héritage français, et du coup, je me suis dit, allez, je vais passer par. Je vois, il a un ancien site de production. Okay. Et je l'appelle et je dis, est-ce que je pourrais envoyer des vidéos à Monsieur Rollin? La personne me dit, oui, écoutez, je vais lui transmettre, mais vous attendez aucune réponse. Je fais, bon, d'accord. Au moins, c'est la couleur de c'est clair, là, honnête. Donc j'envoie le truc et les jours passent et je vois pas de réponse, tant pis. Et au bout de 3 jours, je reçois pas de nouvelles, Rollin, par SMS. Et en fait, il m'avait appelé 3 jours avant.
Ah merde. Mais Tu j'avais l'avais pas loupé. vu son appel. Ah, J'avais pas vu ni son appel, ni son message vocal. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, quoi, Ah, mais quel- Et donc, je l'ai rappelé. Et à partir de là, j'ai rencontré cette personne qui a eu la générosité et la gentillesse de m'accompagner à la fois dans le travail intellectuel et d'écriture et surtout la répétition. Là où il m'a beaucoup aidé, c'est pas mal pour un metteur, parce que ça peut paraître bizarre un metteur en scène pour du stand-up ou pour Ouais. mais ça, par exemple lui il m'a permis de faire émerger un personnage un peu plus. C'est-à-dire mettre en relief toutes ces aspérités, c'est-à-dire les choses positives, négatives qu'on a en soi, et les faire jaillir, être moins lisse, quoi, être Ok, un peu plus Donner de d'épaisseur. la consistance, Oui. de l'épaisseur. Oui, exactement, ça a été assez précieux. Donc voilà comment j'ai fait cette rencontre, et puis depuis le spectacle continue d'évoluer, et va continuer d'évoluer encore et encore et encore. Et du coup, tu lui as envoyé un mail, mais quand tu lui as envoyé un mail ou un message, t'avais mis quoi? T'avais mis des passages de ton Oui. sketch? Ouais. Oui, des passages filmés sur scène, et bon, ça a dû lui plaire, et puis il a senti Mais quelque c'est trop chose. bien, puis, parce que du coup, c'est un metteur en scène qui est, Oui. qui est vraiment, voilà, c'est un bon metteur en scène, Oui, c'est clair. réputé, qui est... Ok, c'est trop bien ça. J'ai un label poulet élevé en plein air, quoi. Et du coup, pour ton théâtre, comment t'as trouvé? Donc t'as le metteur en scène, donc ça Ouais. c'est cool, t'as ton spectacle. Ouais. Un premier jet, quoi. Ouais. Et après, j'ai démarché un théâtre. J'avais détecté le théâtre Le Bout, donc à Pigalle, qui est aussi l'école du One Man Show, qui fait les deux. Ouais. Et donc, il me paraissait bien proportionné, quoi. 50 places, ça me paraissait, enfin, déjà le bout du monde de remplir 50 trucs, mais bon, voilà. Non. Et donc, après, tu contactes, et puis tu fais une audition, et l'audition se passe bien. Ah, donc tu contactes le directeur du théâtre? Oui, voilà. Et donc, je suis pris en audition, et donc, je commence cette grande aventure. Enfin, non, je suis niqué avec le confinement, mais pendant quelques Ah mois. oui, t'as commencé pendant le confinement. Oui. Ah Donc ça démarre pas, ça recule, etc. Ça recule, mais au final je commence, et puis là ça fait depuis juin 2021 que je fais le spectacle. putain. Ah ouais, donc ça va faire bientôt un an. Oui, ça fait un an. Donc depuis un an, ton spectacle a bien Oui, elle a bien changé. Ouais. C'est clair. Il y a des gens qui reviennent au bout de 6 mois. Et oui, qui est une grosse métamorphose. Je pense que j'ai changé 60% du spectacle Ah oui. dans cette durée, ouais. Et parce que moi je sais que souvent je fais ça, tu changes des parties quand tu le joues, en fait tu parles un peu en impro et tu sens que ça marche et tu changes comme ça, ou juste des fois tu vas en comédie club, tu dis bon vas-y ce sketch je vais le faire d'une manière complètement différente, on va voir comment tu fais pour changer. Toi tu changes en impro beaucoup? Bah des fois tu sais, tu joues un sketch et tu dis quand t'es à l'aise, parce qu'au début tu parles pas du tout en impro sur tes premiers sketchs, mais dès que tu les as joués beaucoup de fois tu dis bon bah... En fait, au bout d'un moment, tu as l'esprit, je trouve, qui se libère. En fait, ça devient tellement musculaire que même plus intellectuel. Tu dis les mots se mettent. Donc tu peux partir en improvisation et réfléchir à l'impro. Et c'est vrai que des fois, en fait, tu dis bon bah là, tu rajoutes ça, une phrase, paf, ça là, machin. Ouais. Et tu sens que ça rajoute, tu vois, même. C'est vrai qu'il y a un truc qu'il faut se rendre compte, et il y a beaucoup d'humoristes qui le font pas, et c'est dur à se rendre compte, mais des fois, c'est souvent le cas, souvent dans un sketch, tu as une blague super phare. Où tu sais que c'est un peu la blague Joker, si les gens rigolent pas, tu te tires une balle. Et c'est vrai que tu as le truc de. C'est bien de rester sur la vague de la blague qui marche bien, tu vois. Donc en rajouter une couche après dessus, machin. Et ça, c'est un truc que des fois, t'as pas tendance à trop faire. Et moi, je sais que c'est un truc qui marche beaucoup et le public aime bien. Donc t'as une blague qui marche bien, tu fais des petits rappels dessus, tu remontes et tout. Donc je me demandais, toi, tu fais comment? Est-ce que tu repars en écriture en mode bon, allez, ça. Alors oui, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai eu un problème, je pensais que c'était un avantage, c'est comme j'avais un peu des facilités, par exemple quand je pondais un texte, 70% du temps, ça marchait à peu près comme je voulais, Ouais. par rapport aux premières versions écrites. Donc j'avais tendance à me dire, oh bah cool, C'est bon. ça marche à 70%, j'ai ce truc-là, j'ai ce sujet-là, allez hop, on va essayer de valider un deuxième sujet. Et j'ai mis très longtemps à me départir de cette manière de faire, qui est une manière qui peut être un peu arrogante et stupide, il faut se Ouais, mais remettre bon, en si ça question. marche. Oui, mais t'as l'impression que c'est ça marche, effectivement ça marche sous plein des aspects, mais du coup tu essayes de t'améliorer en traitant plein d'autres sujets, en faisant des sauts de puce, etc. Très bien, c'est une chose qu'il faut faire et qui apporte plein de choses. Mais maintenant, ce que j'essaye de faire progressivement, c'est non.
je vais rester sur un putain de sujet et je vais me forcer à le jouer plein de fois. Donc ce que tu décris, je commence à le vivre, c'est-à-dire, voilà, je garde le même sujet. Ah, là j'ai rajouté un petit mot en plus, Ouais, c'est ça. soit involontairement le Ouais. jour J, soit volontairement en amont en ayant modifié l'écriture. Et c'est super agréable quand tu commences à améliorer ton image, à filer ta métaphore, à rajouter un tout petit truc qui rajoute un rire, etc. Donc je commence à découvrir le Ouais. plaisir de ce Et c'est vrai que ça, c'est cool. Mais en fait, tu découvres ça que quand t'as joué plein de fois ton sketch. En fait. Oui, Parce c'est qu'à un vrai. moment, t'étais vraiment dans le truc. Et c'est ça qui est dur, c'est qu'au tout début, même si ton sketch est bon, il y a une dimension où tu vas pas être très bon, c'est parce qu'en fait les gens vont capter que tu récites quelque chose. Mm. Et je trouve que c'est une des choses les plus dures, c'est de faire croire que en fait, c'est les mots qui te viennent et que t'as pas réfléchi. Et ça, c'est vraiment très dur d'être tricher. ponctuel. Ouais, c'est ça, de C'est tricher, pas de, beau. Hein, mais... de réfléchir et de se dire ah, mais alors que c'est complètement écrit. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, t'as le truc où c'est juste musculaire et t'as l'impression de pas connaître tes sketchs. Et moi, je sais qu'il y a un truc qui me plante beaucoup, c'est quand je vais jouer, il faut pas que je me récite le texte dans ma tête, sinon je me plante. Sinon je détruis mes mémoire. En fait, ton sketch, tu te dis bon bah non c'est bon je le connais, t'écoutes celui d'avant bien, tu rigoles et tout, et tu passes sur scène, et à la limite tu te retiens juste la première phrase et après ça file et tout. Mais c'est vrai qu'à chaque fois moi que je me remémore, je panique, je suis non parce que je le connais machin, je vais sur scène, c'est sûr que je vais avoir un trou de mémoire. Et c'est vrai que t'as ce truc comme ça, mais c'est super agréable de se dire ah, tu rajoutes une phrase et tout. Je pense qu'il peut y avoir deux techniques, je suis sûrement plein d'autres, mais il peut y avoir deux techniques. La première, c'est d'apprendre vraiment tellement par cœur, tellement bien qu'effectivement c'est imprimé dans ton cerveau et du coup tu vas pouvoir lâcher des trucs paradoxalement plus naturels. Alors, il y a une technique, c'est ce qu'on a, je sais plus comment ça s'appelle, mais tu prends n'importe quel morceau de ton sketch et tu dois pouvoir enchaîner tout de suite. C'est-à-dire quelqu'un te dit la phrase, je sais pas quoi, bonjour, je vais truc muche, toi Oui. tu dois enchaîner. Puis ensuite il t'en prend une autre dans la taille et ça aide à ancrer le cerveau. Donc c'est une première méthode, je pense. Et la deuxième méthode, ça peut être, surtout au début d'un sketch, c'est de mémoriser juste l'idée. Quelle est l'idée que tu veux dire? Et de laisser jaillir le plus naturellement possible comment elle va sortir de ta bouche. Oui. Et là, soit ça marche plus ou moins, soit ça marche beaucoup, soit pas du tout, mais peu importe. Ensuite, tu t'enregistres et tu vois qu'est-ce qui a marché le plus et tu apprends l'oralité, en fait, tu apprends la version orale qui a fonctionné. Quoi. Mais je suis complètement d'accord avec toi parce qu'il y a un truc où il faut se rendre compte, c'est qu'un texte, il peut être bon, mais le sketch peut être bien moins bon parce qu'en fait, il faut bien dissocier le côté littéraire écrit et se dire ça il faut que je le joue à l'oral. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont du mal, qui ont une très bonne écriture, mais en fait à l'oral ils vont avoir du mal et en fait ils vont se rendre compte que c'est un très bon texte écrit que tu pourrais mettre en chronique ou dans un journal, tu vois. Et c'est vrai que cette technique que tu dis, elle est vraiment très bien. En fait cette méthode elle est vraiment bien parce que du coup quand t'écris t'es pas pareil que quand tu parles. Des fois tu dis ah putain là c'est bien écrit, tu vois, t'es content de toi et tout, et tu te rends compte qu'à l'oral c'est pas comme ça que tu le dirais. Et en fait, c'est comme ça qu'on se piège nous-mêmes, parce qu'on n'est pas vraiment pareil à l'écrit et à l'oral, et tu te rends compte qu'à l'oral, tu te dis merde, mais je dirais pas ça comme ça. Et en fait, si toi-même tu te dis je dirais pas ça comme ça, bah, quand tu le dis à l'oral, ça va se voir, ça va pas être. Et les gens te le disent à la fin d'ailleurs, ils te disent c'est bien écrit par exemple. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un retour intéressant. C'est un retour intéressant, mais s'ils te disent juste c'est bien écrit et pas c'est drôle, c'est chiant. Mais là, je déconstruis, hein, parce que j'étais encore dans ce défaut-là, j'étais encore trop théâtral, etc. Et trop littéraire dans ma manière de parler. Donc j'essaye de déconstruire ce langage-là en me rapprochant de mon langage de la vraie vie. Parce que quelqu'un me l'avait fait remarquer, que j'apprécie énormément, ça m'a beaucoup débloqué. Dédicace à Yasinich. Le nom est débarrassé. Mais du coup, ça, maintenant, j'essaye d'apprendre de m'enregistrer, de le dire plus vocalement, et donc, oralement, et donc de sortir comme ça de manière. Et la connexion me compte beaucoup au début aussi, quand tu montes sur scène, c'est de faire je sais pas, une fausse, je le fais pas tout le temps ou pas bien moi, mais de faire une fausse interpellation avec le public ou un faux truc naturel ou un truc vraiment naturel du début parce que ça donne une fraîcheur et tout de suite on part sur les bonnes. Ouais, c'est vrai, oui, t'as raison, si tu te lances direct de suite, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué quoi. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on voulait voir? Alors bah oui, j'ai su que tu avais fait une petite tournée. Alors je vais pas dire le terme, mais en dehors de Paris, parce que je déteste ce terme. Avec peu de dates. Hein, et alors, comment c'était? Raconte-nous un peu. Alors là, elle a commencé à peine, et là, la partie la plus costaud arrive. J'ai commencé à me vendre, à faire un travail j'ai pris ma petite baluchon avec mon dossier de presse et mes vidéos. Et puis je suis allé contacter des théâtres en dehors donc dans toute la France. Et puis évidemment, tu as un taux de réponse variable, mais j'ai obtenu, là, j'ai 35 dates de tournée en 2022. Et donc c'est quand même vachement cool parce que ça va me permettre, si chaque
si chaque date m'apporte de l'argent, de me verser des cachets et donc de devenir intermittent pour l'année 2023, juste à la fin de mon chômage. Mais il faudrait que tu fasses. S'il y a ma conseillère qui écoute, c'est que Ah ouais. je suis Voilà. sur la bonne dynamique, quoi. Je suis sur la bonne lance. Et du coup, ouais, il faudrait que tu fasses un post où tu dis les dates et tout. Et t'as trouvé quoi? C'est plus vers le nord de la France, t'as réussi à voir un peu partout plus... Pas mal de choses à Lyon, Okay. pas mal en Normandie, il y a Bayonne où je vais Ah oui, aller, tu vas vraiment, te balader, Toulouse, là je vais à Toulouse en avril, Comédie de Toulouse je crois, etc. Oui c'est ça, et plein d'autres endroits comme ça se multiplie, puis j'espère en obtenir encore plein d'autres, quoi. Bah ouais, y a pas de raison, en vrai. Parce que ça c'est vachement agréable quand tu commences à pouvoir vendre ton spectacle et aller jouer ailleurs, parce que c'est des lieux, alors pas tous, mais la plupart du temps c'est des lieux qui vont remplir par eux-mêmes, ils font la com. Donc toi tu arrives avec ton petit baluchon, tu poses ton baluchon, tu montes sur scène, il y a du public, tu redescends, t'es payé, en plus, Oui, en plus, c'est autre chose. tu quoi. dois avoir cette dimension aussi qu'à Paris, il y a tellement d'humoristes, tellement de spectacles, que ça doit être plus dur de remplir, alors que quand tu vas dans des autres petites villes ou quoi, Oui. bah il y a moins de spectacles, donc moins d'opportunités, donc les gens ils vont plus, tu vois. Oui. Donc c'est pour ça. Ils ça sont c'est- moins frileux à découvrir quelqu'un C'est qui ça, est totalement inconnu. Quoi. Alors que c'est vrai que nous, il y a plus le côté où il y en a tellement, il y a trop de théâtre, il y a. C'est qui encore cet enfoiré Voilà, c'est ça, on en a encore un autre et tout, alors que là-bas, c'est vrai que tu vois. Oui. Mais trop bien. Et ça commence quand du coup là, tu reprends quand? Et bah là, le 29 avril à Toulouse, et puis après, les gros des dates arrivent en juillet, puis après août, septembre, et la deuxième partie de l'année est bien chargée. Et là, j'ai vu aussi que tu joues du coup vendredi prochain, tu reprends ton spectacle vendredi prochain. Dans 2 semaines, Dans 2 Ce sera semaines le vendredi 8 avril. Ouais, 8 avril, ça. À quelle heure? À 21h. Ça, c'est toutes les 2 semaines au Théâtre Le Bout à Pigalle. Il faut venir me voir, venez me Ouais, voir. allez voir, il est vraiment Ah. excellent. Je pratique un style d'humour subversif prudent. Voilà, c'est ça, Ouais, c'est ça. ma marque de fabrique. Alors bah là, du coup, on arrive aux anecdotes. Ah, Donc, alors on va commencer toujours par la nulle, finir par la bien pour pas que les gens se disent oh purée, Ouais. c'est horrible. Parce que je sais pas si tu te rappelles, déjà une anecdote où une des fois où c'était très dur de jouer, on a joué ensemble et c'était au Paname. Et tu Ouais. te souviens devant qui on a joué? il y avait que quelques personnes, non? Non, mais est-ce que tu te souviens du type de public qu'on a joué? Des très jeunes? Ouais. Des très très jeunes. Genre C'était qu'il y avait des- 16 Ouais, c'est ça, mineurs. entre 11 et 16. Des mineurs isolés. C'est ça, des mineurs et en plus qui étaient en stage, donc Ah oui, c'était oui. de banlieue et tout, un peu difficile. Et c'était spécial. Hein. Je crois qu'il y avait il y avait un animateur de. Il y avait 2 animateurs qui Oui, étaient là. je sais plus, je crois que pas si c'était des animateurs de réinsertion, je crois, j'ai plus quand il avait fait les interactions, je crois qu'il avait dit ça, oui. Donc, Ouais, il et fallait ça- les chercher. Ah, il fallait les chercher, et puis en plus, nous, enfin, moi j'ai eu la chance de passer en premier, donc moi j'ai tracé le truc, je suis vraiment pas resté. T'appelles ça de la chance de passer en premier? Non, attends, tu vois pourquoi? J'ai eu la chance de passer en premier, dans le sens où après, vu que c'était plus, il y avait plusieurs humoristes qui étaient passés, bah ils se sont sentis à l'aise et ils commençaient à interpeller les humoristes. Ah, Et à les couper. oui, c'est vrai, oui. Et du coup, moi je me suis dit, purée, heureusement que je suis passé au début, et bon, même si ça s'est pas bien passé, j'ai speedé, j'ai fait 3 minutes au lieu de 5. Mais je me dis, purée, faut savoir se dépatouiller de ça quoi. Mais pourquoi tu me rappelles un traumatisme? Mais parce que là, c'est le but. J'avais enfoui dans Ah mon non, cerveau. attention, t'es bien sorti. J'avais zappé ce truc-là. Ah ouais, non. Donc, du coup, est-ce que t'en as eu? Oh, toi, t'as raconté de la grosse. C'est marrant parce que c'est au même lieu, c'était au Paname, c'est ça? Ah ouais Ouais. Non, c'est ça, toi. Ouais, c'était le Mais moi, enfin, oui, alors, on va dire les. Ou un truc spécial, pas forcément super mal passé, mais je sais pas, quelqu'un qui t'a interrompu, un truc un peu, une solitude, un énorme. Ouais, c'est très frais. En gros, mes 2 scènes, la meilleure scène que j'ai fait de ma vie et la pire scène que j'ai fait de ma vie, c'est Ouais. au même endroit. Ah. C'est au Labo du Rire. Ok. Donc, la meilleure, c'est pas tant que, comment dire, il n'y avait pas grand monde, il y avait que 8 personnes, mais je suis monté sur scène avec une telle décontraction et une telle envie d'être là et de parler aux gens et d'être dans l'instant présent que c'était presque de la musique ou une symbiose avec les gens. Et ça peut paraître gnangnan, mais en fait, ça arrive très rarement. Ça Ouais, m'est je arrivé comprends. que 4-5 fois sur l'ensemble de mes scènes pour l'instant de ressentir un truc aussi puissant. Et c'est vachement agréable et j'aimerais bien le reproduire beaucoup plus souvent. Je n'y arrive pas pour l'instant. Et à contrario, une autre fois, c'était il n'y a pas longtemps au Paname, il n'y avait pas de public à 16h15, il n'y avait que des humoristes. Ah, ça c'est Et- sûr. Et donc, bon, on était parti pour annuler. Et là, qui arrive Kader Aoun. Donc, qui, c'est une personne très importante, producteur et gérant du, Ok. du Panama Café. Oh merde, c'est de là que tu Un t'es type- un chié. type qui pèse dans Oh merde. et qui dit non, non, on va descendre. Avec des humoristes, on va descendre, on va jouer. Donc,
L'ambiance, c'est qu'il y a 6-7 humoristes qui n'ont pas envie de jouer. Oh, Plus qu'il y a des Raoul qui te fixent au premier rang. Il y avait que lui, du coup. Oui, et un ou deux membres de public, je crois que c'était à peu près ça la composition. Kenny Vago, il chauffe rapido. Et donc je passe en premier, en plus, pas de bol. Et j'étais pas programmé là-bas, j'ai gratté ce jour-là, donc c'est vraiment la double malédiction. J'aurais pas dû insister. Et donc je passe en premier, et comme un petit connard, je fais du test. Ah putain, parce que je voulais pas faire du sûr là, j'avais pas du tout, enfin j'aime pas ce terme, mais je voulais pas faire des trucs, travailler plusieurs fois, je voulais vraiment essayer une nouvelle idée qui m'obsédait depuis un petit moment. Idée brillante, puisque d'une part, le texte n'était pas abouti ou pas assez drôle, pas assez affûté, et en plus comme j'étais crispé, que l'ambiance était particulière et que je voyais Kader en face de moi, j'étais très crispé, du coup je suis retombé dans mon truc théâtral de répéter, l'erreur classique de répéter son texte, etc. Oui. Voilà. Donc il m'a coupé plusieurs fois devant les autres humoristes, j'avais l'impression de retourner en maternelle petite ou grande section. Et ce qui était le plus violent, c'est qu'il l'a fait qu'avec moi, c'est-à-dire que les autres humoristes qui sont passés, ils n'ont pas été coupés. Voilà, donc ça c'est ma dernière humiliation en date. Mais bon, j'imagine qu'on apprend de tout. Ce qui est énervant, c'est injuste parce que moi j'ai un spectacle, j'ai beaucoup de travail à fournir encore évidemment, mais j'ai commencé à avoir des choses rodées, abouties. Et évidemment, tu montres ça ce jour J, tu montres une partie de ta personnalité, tu montres pas la bonne au bon moment. Et voilà, ah ouais, entre ça et le fait que t'as loupé la peine de tout mettre en scène. Ouais, là c'est plutôt positif. Donc on peut pas avoir de la chance tout le temps. Ah, le boulet quoi. Ah, je te jure. Et sinon, du coup, oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu voulais donc être complètement intermittent du spectacle. Donc là, t'es au chômage, t'as quitté ton taf pour faire ça à 1000%. Mm-hmm. Comment ça se passe pour être intermittent du spectacle? Il faut avoir combien de, je sais pas, de dates, comment ça se passe? Alors déjà, je sais qu'il y a beaucoup de débats dans le milieu de savoir est-ce qu'il faut lâcher son job et faire ça à plein temps ou est-ce qu'il faut continuer. Et je pense que c'est une réponse toute bête et bateau que je fais, mais la vérité, elle est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que si on est quelqu'un qui a besoin de se sentir en sécurité et d'avoir un truc stable, un emploi, et de faire ça sur son autre partie de son temps, c'est ce qu'il faut faire, parce que c'est ça qui aide pendant un long moment, parce qu'il faut voir le stand-up comme une épreuve d'endurance, un long marathon, quoi. Moi, ce qu'il y a, c'est que j'étais tellement malheureux dans mon travail, et que ça me faisait m'en chier, que j'avais besoin de focaliser mon esprit entier sur ça. Et là, je vis ma plus belle vie. C'est-à-dire que tous les jours, je suis obsédé par ce que je veux dire, comment je veux le dire, comment l'améliorer, et ça remplit ma vie. Je suis très heureux de ça et je ne veux pour rien au monde arrêter ça. Donc je veux le prolonger via l'intermittence. Et alors l'intermittence, je ne suis pas un spécialiste, le meilleur spécialiste, ça reste Pôle emploi intermittent sur le site Pôle emploi intermittent, mais je peux donner des conseils. En gros, il faut il faut ce qu'on appelle obtenir des cachets, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une structure associative ou autre qui te verse des rémunérations sous forme de fiches de paye pour des prestations que tu fais. Ça peut être un spectacle, ça peut être des plateaux, il y a des plateaux à cachet. Ça peut être de la figuration. Ça peut être de la figure, ça peut être des pièces de théâtre, ça peut être plein de choses, cinéma, etc. Et il faut juste cumuler un ensemble de fiches de paye, donc qu'on appelle cachets, sur un pas de temps donné qui est une année, et il faut que tu en obtiennes X nombre, je crois que c'est 43 cachets, voilà. Et si tu les as pas, tu perds tout ce que tu as cotisé, tu n'as pas d'intermittence. Si t'en as 42, t'es niqué. Donc une petite pensée émue à toutes les personnes qui ont connu ça. Et si tu arrives au-dessus de ce truc-là, tu as une année d'intermittence glissante, et donc etc. d'année en année. Ok. Ouais. Mais je suis pas encore spécialiste, je découvre. Mais c'est vrai que moi j'avais fait plusieurs fois de la figuration et bon, la figuration c'est pas un truc si vous voulez en faire c'est sympa et tout, mais c'est pas un truc qui va être tremplin ni rien. Quand t'es intermittent, t'es vraiment un meuble. Je suis désolé de le dire, mais c'est vraiment ça. Et c'est vrai qu'en fait tu vois, dans intermittent, dans la figuration, t'as beaucoup de gens qui sont là pour les fun ou pas, mais t'as énormément de comédiens et d'intermittents du spectacle qui font ça pour avoir des cachets. Oui, compléter. Et donc c'est ça qui est drôle, parce que tu sens que des fois les acteurs te prennent un peu pour de la merde, alors qu'à côté t'as aussi des acteurs en fait qui jouent au théâtre ou qui font des choses. Oui, c'est vrai. Et du coup tu te dis c'est sympa. Et moi j'avais fait de la figuration pour le dernier Jacques Audiard. Et bon, c'était très sympa. Alors pour le coup c'était très sympa parce que j'avais fait des intermittences pas cool. Mais là c'était avant le deuxième confinement. Tu jouais un animal, un tigre? Ah non, dans la cathédrale. Ah non, mais j'ai n'importe quoi. Et en gros,
Bah, on allait être confinés. Macron avait parlé, il avait dit bon, la fin de la semaine, on va être confinés. Et nous, c'était genre 2 jours avant. Et la scène qu'on jouait, c'était une soirée Spring Break avec DJ et tout. Donc on était 200 figurants. Et en fait, c'était une soirée. Et c'était super cool. Mais pareil, ouais, t'es là, papa, mais là, c'était agréable. Mais t'en as où des fois. Un cluster Covid, c'était non, Bah, on avait 1 milliard de tests et tout. Apparemment, il n'y a pas eu. Et c'est vrai que c'est quand même assez sympa. C'est un bon moment. Après, c'est des journées qui sont très longues, fatigantes parce que t'es debout et tout. T'es pas très bien payé. Mais après, tu fais pas grand chose. Donc en soi, voilà. Mais t'en as qui sont durs où moi j'en ai fait une qui te lève à 5h du mat jusqu'à 17h, c'est un peu compliqué. Après tu rencontres des gens, c'est sympa, mais ouais, il y a beaucoup de comédiens qui font ça pour avoir. C'est commun quoi. Bah, c'est facile à trouver en plus. Oui, c'est facile. Quand il te manque des trucs, la figuration c'est vraiment facile à avoir. Bah là, l'objectif que je m'étais donné, c'est d'obtenir l'intermittence, principalement en grande majorité qu'avec le spectacle. Ouais. Parce que évidemment de ne pas faire ça, etc. Mais je n'exclus pas. Mais si t'en manques un, tu vas oui, tu vas un, voire plusieurs, j'irai faire l'animateur chez une grande surface où il y a une surface sans problème. Sans problème. Venez acheter les saucisses, je suis drôle. Et je vendrai mes spectacles entre 2 promotions. Alors, du coup, maintenant, qu'est-ce que je voulais dire alors, la dernière fois avec Gimson, on avait parlé du No Name Comedy Club. Parce que bon, le but, je rappelle, c'est que s'il y a des gens qui veulent se lancer, qui nous écoutent, on leur donne des petits tips et tout. Oui. Donc, toi, je sais que tu joues au Polyhumour Comedy Club. Est-ce que tu peux me parler un peu? J'y joue plus, mais oui. le polyhumour, là. Même un autre, oui. Mais le polyhumour, parce que ça aussi, c'est intéressant. C'était un espace que j'avais créé avec des amis, on était plusieurs là-dessus. On a créé ce comedy club pour jouer nous. Dans les... et, ah ouais. C'était secret, je le disais pas. Mais comme il n'y a plus beaucoup de dates en ce moment, ça va. Donc c'est un lieu, on fait ça, on crée des lieux pour jouer nous et inviter d'autres humoristes. Et donc on fait du réseau, ça permet de jouer et d'avoir plus d'opportunités. Bon, là maintenant, on évolue un peu plus chacun de nos côtés en essayant d'obtenir des scènes. Et puis après, je joue. Là, je commence par exemple, je suis dans la relève du Fridge Comedy Club, donc ça c'est vachement sympathique. Je suis vraiment content d'être là-dedans. Le Labo du Rire au Panama Art Café de temps en temps. Après, il y a quand même plein de plateaux super. J'ai fait le Cercle du Rire. Alors, c'est des plateaux là qui sont gérés par des personnes, comment dire. En gros, il faut que tu fasses une bonne performance sur d'autres plateaux et que ces personnes soient là. Ah oui, et qu'elles t'écoutent, et qu'elles apprécient et qu'elles te proposent. Donc c'est comme ça que ça marche en fait, il faut être bon au bon moment. C'est pas mauvais, voilà, donc souvent t'es très bon quand la personne n'est pas là, et puis évidemment, ça c'est la loi de... Voilà. Ça peut mettre très longtemps avant c'est encore très long, quoi. Il y a plein de plateaux auxquels j'arrive pas à accéder. Alors parfois je tape à la porte comme un mort de faim, mais parfois j'essaye d'être plus élégant et de faire semblant de ne pas aborder le sujet et de voir qu'on me remarque, etc. Mais ça n'arrive pas encore. Voilà. Et du coup, le polyhumour, comment tu fais pour y jouer? Est-ce que tu envoies un message? Est-ce qu'il faut par exemple que les gens t'aient remarqué quelque part ou t'envoies une vidéo? Comment ça marche? Alors là, vous pouvez toujours envoyer des messages, il n'y aura plus de réponse parce que je te dis, là, on a vraiment plus de date. Non, mais par contre, effectivement, c'est intéressant. Si vous voulez jouer sur des plateaux, alors il faut distinguer les plateaux véritablement ouverts, c'est-à-dire t'envoies juste, t'as même pas besoin d'envoyer de vidéo, t'envoies un message et puis on te dit oui et pour quelle date. C'est vraiment mais les vrais open mic, parce que t'as des open mic où il y a quand même une sélection, il y a plein de hiérarchies quoi. Mais après sinon il faut y aller peut-être au culot. Moi je sais que j'y étais allé parfois en allant directement sur le lieu et en parlant. Il y en a beaucoup, c'est comme ça. Voilà, aux personnes. Le fridge, tu dois envoyer un mail et des fois tu as des réponses ou tu n'as pas de réponse. Et c'est vrai que quand tu y vas, tu parles avec les gens. De toute façon, quand tu fais ce métier, c'est pour les relations avec les gens, donc c'est vrai que ça passe souvent par ça. Quoi. Oui, tu te déplaces, tant pis, tu perds 1h30, 2 heures, tu vas là-bas, t'es pas sûr que ça marche, mais tu t'es fait voir, tu as peut-être ça, c'est important parler, aussi, etc. Je pense qu'il y a une dimension, si vous voulez faire ça, de montrer aux gens que vous faites partie du paysage de l'humour en ce moment. Parce que si vous êtes là, plus là pendant un mois, en fait, les gens, ils vont vous oublier tout simplement. Et c'est bien de montrer que vous êtes là, que vous jouez, que vous avez envie, parce que en soi, c'est dur de percer et tout. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui abandonnent. Enfin, je sais pas comment dire, pas abandonnent, mais qui se disent oh, c'est passé rapide, et ils arrêtent. Et on le voit parce qu'il y a un turnover qui est énorme quand même. Alors on revoit souvent les mêmes têtes, heureusement, parce que sinon ce sera... Il y a des têtes qu'on voit plus et on a oublié qu'on les voyait plus aussi. Oui, c'est vrai, il y en a qui marquent moins. Mais il y en a où tu les revois tout le temps et tu te dis, même si c'est pas ton style d'humour ou quoi que ce soit, on a tous...
Mais tu dis, ah bah lui, il en veut, tu vois. Il joue dans plein de trucs. T'en as même qui jouent, qui joue dans des chichas et tout, tu vois. Bon, c'est pas le truc, je pense, le plus ouf. Oui, t'as des explorateurs. Hein, ça, ah oui, il y a vraiment des gens qui y vont. Hein. C'est bien, ces gens-là, il faut leur parler. Bah, ouais, ça va. Où tu peux aller et pas aller. Là, je pense à quelqu'un en particulier. C'est vrai que t'as ça et ouais, il faut vraiment. Si vous avez un taf à côté, c'est bien de le faire et tout, mais si vous voulez vraiment le faire, il faut le faire à 100%. Enfin, c'est un peu comme tout, hein. Comme un sportif qui veut faire un marathon, bah, tu vas t'entraîner tout le temps pour y arriver et pas le faire tous les mois. Puis surtout, c'est en jouant que tu deviens bon. Donc, si tu joues une fois par mois, tu perds un peu le truc. Cool. Et sinon, un dernier truc, parce que là, on a bien parlé et tout, c'était super intéressant. Est-ce que tu veux faire la pub alors moi je vais faire la pub de toi après. Et est-ce que tu veux faire la pub d'un de tes potes humoristes ou quelqu'un qui a un comedy club, qui a un spectacle, ce que tu veux? Eh bah pourquoi pas, bah oui, bah moi je vas-y. Alors tu te lances tu me laisses du temps. Ouais, ah tu veux que je commence? Vas-y. Comme tu veux. Bah bon, moi là je rencontre en ce moment, mais moi j'ai fait une belle rencontre. J'espère que je vais pas me planter sur le nom, je peux pas les gérer sur le téléphone. Non, mais c'est Yacine, je crois que c'est Yacine Hitch sur c'est un gars qui est venu me voir un spectacle et qui m'a dit ouais écoute c'est très bien ce que tu fais, il y a plein de choses et tout super, mais en fait ce que tu fais ça existe déjà, faut que il m'a parlé de la culture américaine du stand-up et il m'a ouvert toute cette voie. C'est un type qui a une grande culture du stand-up américain, qui est moi je trouve très doué, qui a plein de potentiel. Donc il y a ce gars-là. Alors, il y a aussi Kenny Vago, il y a plein de gens. Enfin, c'est un peu toutes ces personnes, Adèle Barber, on en a des gens où on essaye d'avoir un propos, de développer des idées, etc. Donc c'est vraiment agréable d'évoluer avec des personnes comme ça. Puis il y a tous les gens de mon groupe du polyhumour, même si les polyhumours n'existent plus, la troupe existe toujours. Et, donc il y a Mao, Bastien, Laura, il y a vraiment plein de gens. Ah Mao, il en fait partie. Oui, et ça je disais aux personnes tout à l'heure, c'est important de se créer une petite famille où on peut aussi avoir des moments de respiration et d'humanité dans ce milieu où parfois évidemment ça peut être un peu sauvage, rude et solitaire. Et donc c'est ce qu'on avait créé, c'est cette belle troupe du polyhumour. Le polyhumour si tu veux, peut-être que tu es très proche de ces gens, on ne sait pas. Mais ok, c'est intéressant. Bah, du coup, j'ai lâché plein de dédicaces, ça va. Ouais, c'est vrai, il y a eu des blagues de partout. Moi je veux juste finir en disant que allez voir Jarnal, parce qu'il est très drôle, vous l'avez vu déjà là dans le podcast. Donc tu fais ton spectacle toutes les 2 semaines au Théâtre Le Bout à 21h. Ouais. Donc Entre les gouttes, vous pouvez prendre sur Bière et Duc. Donc vous tapez Entre les gouttes ou Jarnal, je pense que ça suffit. Prenez les places les plus chères. Oui, il n'y a même pas de place plus chère. Si, il y a des classifications. Oui, non, mais voilà, allez le voir, c'est vraiment très très bon. En plus après tu vas boire un verre, donc vous pouvez même lui parler après, tout ça machin. Il est très ouvert. Moi ça va, il m'a juste refusé 2 fois, donc ça va. Au bout de la 3e fois ça allait. Mais non, vraiment très bon. En plus tu vas faire ta tournée, donc allez-y vite avant que tu partes un peu partout. Oui. Et si vous nous écoutez et que vous n'êtes pas de Paris, c'est bien, vous pourrez le voir à Toulouse, tout ce que tu as dit. Donc moi je suis très content de t'avoir eu parce que ça fait du bien de voir quelqu'un qui a un peu de la bouteille et qui joue en théâtre. Parce que c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de gens mais qui jouent juste en stand-up et c'est bien d'avoir les points de vue différents, tu vois, de parler de ton metteur en scène, tout ça, c'est super intéressant et ça permet de faire des échanges, quoi. Donc moi je veux te dire un grand merci RLG parce que je retenais ce blast. Faut que tu l'imposes là. Parce que tu m'as dépucelé des interviews. Voilà. C'est ma première interview et grâce à toi j'ai une expérience, je peux mettre sur mon CV. Je suis vraiment trop content. Mais c'est vraiment merci. Et de toute façon vous aurez en description, donc que ce soit sur Spotify ou sur YouTube, je mettrai ton Instagram. Oui. Donc sur Instagram, en plus sur ta bio Instagram il y a le site Bière. Oui, il y a tout. Donc suivez-le, il est vraiment très drôle, il est vraiment très sympa, vous avez vu, et puis en plus il est pas très bête, vous avez vu. Ça réfléchit quand même, hein. Et c'est très très bien écrit, franchement, sans être trop intellectuel en plus. C'est ça qui est bien, c'est que c'est très accessible et tu dis il a travaillé, tu vois. Merci Moulou, c'est adorable. Voilà. Super. Et bon courage à tous ceux qui nous écoutent et qui se lancent. Et voilà, c'est ça, lancez-vous. Puis à bientôt. Ouais, c'est ça. À bientôt. Merci à toi. Ciao. Ciao.